Et si la guerre de l'eau ne faisait aucun bruit, mais décidait de tout? Chaque jour, des millions de litres quittent le Burkina Faso. Non pour sauver, mais pour remplir des comptes lointains. L'eau s'écoule, invisible, franchit les frontières, enrichit des multinationales et des gouvernements étrangers. Derrière ce flux, c'est la vie du pays qui s'échappe, goutte après goutte. Imaginez, ici, tout commence non par le fracas d'une arme, mais dans le silence d'une salle de réunion. Pas d'explosion, pas de drapeau planté, uniquement une poignée de main et l'encre d'une signature. Peut-on vraiment voler l'avenir d'un peuple, sans lever d'armée, simplement avec un contrat? Voici le paradoxe. Le Burkina Faso, assis sur l'un des plus grands réservoirs souterrains du Sahel, regarde ses enfants parcourir des kilomètres, bidons vides au poing. Pendant ce temps, l'eau de leur terre bâtit des fortunes étrangères. Comment un pays si riche en eau peut-il compter autant de villages assoiffés? Prenez le village de Yalgo, par exemple. Là-bas, chaque matin, des enfants se lèvent à l'aube pour marcher vers le puits le plus proche, situé à plus de 5 kilomètres. 5 kilomètres aller, 5 kilomètres retour, sous un soleil brûlant. Leur école attend, mais la priorité, c'est de ramener quelques litres pour la famille. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, des camions-citernes remplissent leurs réservoirs directement à la source, destinés aux exploitations minières étrangères. Des scènes similaires se répètent à travers le pays, du Sahel jusqu'à la région du centre-sud. Dans cette guerre silencieuse, la question est brutale. Qui possède l'eau, possède l'avenir. Au Burkina Faso, la guerre s'est glissée dans les tuyaux, les dossiers, au cœur des tractations secrètes. Ici, la résistance commence quand un peuple refuse que sa survie soit négociée ailleurs. Le vrai coup de force n'est plus militaire, mais juridique. Une seule signature et tout un peuple perd ce qu'il a de plus vital. L'eau, la souveraineté, la santé, l'avenir. Perdre son eau, c'est bien plus que perdre une ressource. C'est risquer la vie, la dignité et tout ce qui fait d'une nation un peuple libre. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Dans l'histoire, d'autres nations ont connu des situations similaires. Rappelons-nous de la Bolivie à la fin du XXe siècle. La privatisation de l'eau à Cochabamba a déclenché une révolte populaire, la célèbre guerre de l'eau, contre une multinationale étrangère. Ce sont les citoyens, unis, qui ont fini par reprendre le contrôle de leurs biens communs. L'histoire se répète, parfois en silence, parfois dans le bruit de la rue. Pour comprendre ce combat invisible, il faut d'abord dévoiler comment l'eau a été soustraite et qui tire réellement les ficelles. Voici comment tout a commencé. Alors, comment un peuple apparemment démuni peut-il reprendre le contrôle face à des géants? Quel secret se cache derrière ces accords? Et comment le Burkina Faso a-t-il décidé de se battre pour son destin? Derrière les pipelines, tout se joue loin des regards. Des contrats secrets, une vérité étouffée. Ici, l'eau n'est pas qu'une affaire de sécheresse ou de climat. C'est un combat pour le pouvoir, un jeu dangereux où chaque goutte compte. Le pillage se fait sans bruit, sans fusil, seulement avec des stylos et des signatures. Les pompes tournent la nuit, surveillées par des mercenaires, pendant que l'eau s'enfuit dans le silence des pipelines, franchissant les frontières sans retour. Au Burkina Faso, un accord secret de 600 millions de dollars a vendu l'eau du peuple contre des droits miniers offerts à des intérêts venus d'ailleurs. Plus de 4 millions de mètres cubes d'eau disparaissent chaque mois, aspirés loin des villages pour enrichir des exploitants étrangers. Rien ne reste aux habitants si ce n'est la poussière et la soif. Pour donner une idée de l'ampleur, 4 millions de mètres cubes, c'est assez pour alimenter en eau potable plus de 300 000 familles pendant un mois entier. Imaginez chaque foyer de la capitale Ouagadougou privé d'eau pendant des semaines, tandis que les rivières souterraines alimentent des mines d'or ou de lithium ailleurs. C'est le quotidien de milliers de Burkinabés. Imaginez une nuit sans lune dans la région de Gorom-Gorom. Alors que les villageois dorment, des ouvriers installent en silence des pompes puissantes, protégées par des mercenaires venus d'Europe centrale. À l'abri d'un simple enclos de fer, les machines tournent à plein régime, aspirant l'eau des nappes phréatiques pour l'acheminer vers des installations minières à des centaines de kilomètres. Personne ne vient, personne ne sait, sauf quelques initiés. Le lendemain, le puits communal est à sec. Ici, la pauvreté ne vient pas du ciel, mais de bureaux lointains. Des contrats signés à huis clos, des traités dictés dans le confort, condamnent des familles entières à la misère des puits vides.
Des stations de pompage camouflées, des convois armés, la complicité de sociétés et gouvernements étrangers. Tout concourt à transformer la terre burkinabé en désert. Derrière eux, ils laissent des villages asséchés, pendant que le reste du monde détourne le regard. Les puissances d'hier prétendent ne rien voir, mais leur silence est une arme. Pensons à l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Là aussi, la gestion de l'eau était un outil de domination. Les quartiers noirs recevaient à peine de quoi survivre, tandis que les zones résidentielles blanches étaient inondées de ressources. La distribution de l'eau a toujours été un levier de pouvoir et de soumission, un outil politique autant qu'économique. Quand un peuple dit « non », la peur change de camp. Chaque matin, des femmes et des enfants parcourent des kilomètres sous un soleil implacable, bidons vides à la main. Pendant ce temps, des millions de litres s'évaporent, invisibles, pour laver l'or et le lithium destinés à d'autres continents. À chaque goutte volée, c'est la souveraineté d'un peuple qui s'effrite. Voilà le vrai prix du progrès. Mais chaque injustice porte en elle une révolte prête à éclore. Là où l'eau manque, la colère gronde et la résistance s'organise. Fermer les yeux, c'est accepter la servitude. Ignorer cette réalité, c'est livrer toute une génération à la dépendance et à l'humiliation. La révolution, ici, ne se gagne ni aux urnes, ni sur les champs de bataille, mais dans la reconquête du droit à son eau, le droit de choisir qui boira et qui restera assoiffé. Hommes, femmes, jeunes, tous sont appelés à l'effort. Pour la première fois, la population entière devient architecte de sa propre survie. L'eau n'est plus un privilège, elle devient un droit, porté par chaque main. Face au scandale, le président Traoré ne se contente pas de discours. Il lance la campagne de la bouée verte, 5 nouveaux barrages, 200 forages profonds, stations de purification à énergie solaire. Mais plus encore, il mobilise tout un pays. Prenons l'exemple de la commune de Kaya. Lorsque la construction du premier barrage débute, ce sont les habitants eux-mêmes qui transportent les pierres, creusent les fondations et installent les panneaux solaires. Les ingénieurs locaux forment de jeunes apprentis qui apprennent à réparer les pompes et entretenir les filtres. À la fin du chantier, c'est toute la communauté qui fête la première goutte d'eau potable tirée du sol. Mais la technique n'est rien sans volonté. Traoré fait voter la loi de souveraineté sur l'eau. Désormais, chaque extraction, chaque transfert, chaque litre vendu doit être déclaré, contrôlé par une commission nationale. Les contrevenants sont sanctionnés sans pitié. Les compagnies étrangères reçoivent un ultimatum, obéir ou partir. Les pénalités flambent, les contrats sont renégociés, la tension monte. En coulisses, les menaces affluent. Mais cette fois, la peur ne vient plus du pouvoir, elle vient du peuple, debout, uni. La résistance déborde les institutions. Partout, des pipelines hérités de la colonisation sont arrachés à main nue. À Fada, des coopératives féminines creusent des puits sans attendre l'État. Dans les hameaux, les villageois s'organisent, veillent, protègent chaque source comme un trésor commun. Pour le Burkina Faso, la reconquête de l'eau n'est pas qu'une affaire de robinet, mais d'avenir. La peur a changé de camp, mais l'équilibre demeure fragile. On se rappelle ici des communautés zapotèques au Mexique, qui depuis des décennies gèrent collectivement leurs ressources en eau face à l'exploitation industrielle. En s'inspirant de tels exemples, les Burkinabés inventent leur propre méthode de gestion participative, fondée sur la solidarité et la transparence. Ce qui commence comme un affrontement local se transforme en onde de choc sur tout le continent. Le point de bascule survient un matin à Jibo. Des mercenaires armés ferment la vanne principale sur ordre d'une multinationale. En quelques heures, la rumeur se répand. Des centaines de villageois convergent, forment un mur humain, femmes en tête. Face aux fusils, ils avancent sans fléchir. Les soldats hésitent, puis cèdent. Les habitants rouvrent la vanne à main nue. Mais ce n'est qu'un début. L'épreuve suivante s'annonce plus sournoise, car l'ennemi ne recule jamais sans tenter une dernière manœuvre. Sous le soleil, les radios locales répètent la nouvelle devise. Aucun homme ne doit s'agenouiller pour de l'eau. Ce slogan, né d'un geste du président, devient serment collectif. L'eau recommence à couler ce jour-là. Mais chacun sait, défier les puissants, c'est risquer la répression, la violence. C'est aussi briser des chaînes invisibles qui ligotaient tout un peuple à des décisions étrangères. En moins d'une semaine, la scène fait le tour du globe.
Partout, on découvre un peuple qui ose redéfinir la souveraineté africaine, non pas par la guerre, mais par la reconquête de son eau. L'image d'un président brisant un contrat réputé intouchable déstabilise chancellerie et marchés financiers. Face à ce défi inédit, 6 pays du Sahel se rassemblent. Pour la première fois de leur histoire, le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Sénégal et le Burkina Faso signent ensemble le traité des eaux du Sahel. Ce pacte historique engage ces nations à défendre leurs aquifères contre toute domination étrangère. Ce traité n'est pas seulement un acte politique, mais un exemple concret de solidarité régionale. Les délégations se réunissent à Bamako, échangent des données hydrologiques, élaborent des stratégies communes pour sécuriser les réservoirs et surveiller les transferts d'eau. Des équipes mixtes sont envoyées sur le terrain pour inspecter les installations et former les communautés à la gestion durable. Les pressions extérieures ne tardent pas. Les grandes puissances menacent de sanctions économiques. Plusieurs investisseurs étrangers fuient, craignant que l'instabilité ne s'étende. Dans les capitales occidentales, la crainte monte. Un précédent vient de naître. Un peuple ose imposer ses règles là où, jusqu'ici, l'argent seul décidait de tout. Mais sur le terrain, la réalité bascule. Les nouveaux réservoirs se remplissent. Les récoltes dépassent toutes les attentes. Les marchés débordent de fruits et de céréales. Les centres de santé observent une chute spectaculaire des maladies liées à l'eau. En quelques saisons, l'espérance de vie s'allonge, l'espoir refleurit dans les villages. À chaque avancée, le risque augmente. Si cette réussite persiste, elle pourrait inspirer tout le continent. Mais la moindre défaillance offrirait un prétexte à de lourdes représailles, mettant en péril l'avenir de toute la région. Et si l'eau n'était qu'un commencement? L'enjeu dépasse la simple question de l'eau. Les habitants se réapproprient non seulement les puits, mais aussi leur avenir. Des coopératives se créent, des jeunes apprennent à gérer les ressources. Les anciens parlent de dignité retrouvée. Les enfants recommencent à rêver d'un futur sur leur terre. Pour illustrer, prenons l'exemple du village de Sabou. Avant la reconquête, les enfants souffraient de diarrhée chronique due à l'eau souillée. Aujourd'hui, grâce à un système de filtration collectif et à la surveillance citoyenne, les cas ont chuté de 80%. Les familles revivent, les jeunes retournent à l'école, les femmes consacrent plus de temps à l'agriculture et à l'artisanat. Mais alors que l'espoir renaît, les premières fissures apparaissent. La résistance extérieure se durcit, testant la solidarité fragile des nouveaux alliés. Au sein de la coopérative de Tenkodogo, par exemple, les femmes ont imaginé un calendrier de distribution de l'eau, évitant ainsi les conflits et favorisant l'entraide. Elles enseignent aux enfants les gestes d'économie, organisent des ateliers pour réparer les robinets et participent à la prise de décision lors des assemblées villageoises. Depuis la reconquête des Cuys, un souffle inédit traverse les villages du Burkina Faso. Sans attendre, ni chef, ni ordre venu d'ailleurs, des conseils d'eau naissent spontanément. Paysans, anciens, femmes et jeunes s'assemblent pour décider, ensemble, de la gestion de leurs ressources la plus précieuse. Dire non à la dépossession a réveillé un civisme inattendu. Les signes de dignité retrouvés se multiplient. Des familles entières rentrent d'exil, attirées par la promesse d'une vie digne sur leur propre terre. Les femmes, autrefois cantonnées à la corvée d'eau, deviennent aujourd'hui des leaders. Elles dirigent des coopératives, inventent de nouveaux modèles mêlant tradition et innovation. Elles veillent à ce que chacun, du plus jeune au plus âgé, ait accès à l'eau. Mais ce sursaut ne s'arrête pas à l'eau. Il irrigue toute la société. Des champs jadis stériles retrouvent vie grâce à des systèmes conçus localement. Les dispensaires voient revenir l'eau courante, bouleversant la santé publique. Les écoles rouvrent, puisque les enfants ne parcourent plus des kilomètres à la recherche d'un puits. Chaque jour, la souveraineté s'incarne dans des gestes simples, cultiver, soigner, apprendre. Car l'eau n'est qu'un début. Ici et maintenant, la question du contrôle des ressources et de la dignité s'adresse à chacun d'entre nous. La vérité est crue. Soit l'Afrique saisit son destin, soit elle reste spectatrice de son appauvrissement. Cette reconquête ne fait que commencer. Pour le Burkina Faso, comme pour chaque spectateur, un choix reste à faire. Mais une question, plus brûlante que jamais, demeure. Si l'eau, ce bien vital, a pu être reconquise, qu'en est-il des minerais, du coton, du pétrole ou même du numérique? Jusqu'où va le droit d'un peuple à contrôler ses richesses?
Et que risquons-nous tous si d'autres continuent d'écrire l'histoire à notre place? La plus grande leçon de cette histoire, c'est la force du collectif. L'Afrique n'a pas à demander la permission pour exister. Quand un peuple s'unit pour défendre l'essentiel, il écrit ses propres lois, trouve ses propres solutions. L'eau n'a pas été rendue, elle a été reprise, goutte après goutte, par le courage quotidien de millions d'anonymes. Mais derrière chaque victoire locale se profile un nouvel enjeu. Ce qui se joue à Waïgouya ou Zignaré pose une question universelle. Qui décide vraiment du destin d'un peuple? Ce récit n'est pas qu'une histoire du Burkina Faso. C'est un miroir tendu à chacun de nous, une invitation à regarder ce que nous acceptons et ce que nous refusons. La bataille pour l'eau là-bas n'a pas commencé avec des soldats ni des discours. Elle a pris racine dans le silence, des contrats signés loin des rivières, des chiffres alignés dans l'ombre pendant que les villages s'assèchent. Qu'est-ce que l'indépendance, si ce n'est la capacité de dire non à la soif? Quand l'eau de ta terre t'est arrachée, que te reste-t-il si ce n'est ta dignité à défendre? Aucun coup de feu, aucune sirène. Seulement l'indifférence internationale et des litres d'eau qui disparaissent goutte après goutte. À chaque fois, c'est un enfant qui marche plus loin, une mère qui attend la pluie, un village qui s'efface de la carte. Au Burkina Faso, la révolution n'a pas jailli des urnes ni des armes. Elle a surgi d'un refus collectif. Non, l'eau ne sera plus vendue. Non, la survie ne sera plus négociée. Ingénieurs, femmes, vieux, jeunes, tous se sont dressés pour dire que la vie n'est pas à vendre. Ce récit est une semence. Qu'en ferez-vous? Allez-vous détourner les yeux? Ou décider que l'eau n'est pas une marchandise? Que l'avenir de nos enfants vaut plus que tous les bénéfices? Mais cette lutte n'est pas un cas isolé. Partout, d'autres contrats s'échangent, d'autres ressources se dissipent. Si nous fermons les yeux, demain, ce sera notre tour de connaître la soif. Soif de justice, soif de respect, soif de souveraineté. Rien faire, c'est laisser l'histoire se répéter, sacrifier d'autres enfances, laisser la vie s'évaporer sans bruit. Mais agir, même à petite échelle, c'est refuser l'injustice et redonner un sens au mot indépendance. Pour aller plus loin, voici quelques pistes concrètes pour agir, où que vous soyez. Écrivez la suite avec nous. Parlez-en, partagez, questionnez, changez vos gestes. Car chaque goutte d'engagement compte, et l'histoire de l'eau appartient à ceux qui osent la défendre. Soutenir les organisations qui œuvrent pour l'accès à l'eau et la souveraineté alimentaire en Afrique. Un don, même modeste, peut financer l'installation d'un point d'eau ou la formation d'un jeune technicien. Sensibilisez autour de vous sur l'importance de la gestion locale des ressources. Parlez-en en classe, en famille, dans votre quartier. Le dialogue est la première étape du changement. Réduire votre gaspillage d'eau au quotidien. Chaque geste compte. Réparer une fuite, récupérer l'eau de pluie, privilégier les produits issus de filières responsables. Faire pression sur vos représentants politiques pour qu'ils soutiennent les initiatives de justice hydrique et économique à l'international. L'histoire du Burkina Faso n'est qu'un chapitre d'un livre qui s'écrit à plusieurs mains. La question de l'eau est celle de notre humanité partagée. Et ensemble, nous pouvons décider de la suite. S'informer sur l'origine des matières premières consommées et privilégier celles issues de filières transparentes et équitables. Car derrière chaque téléphone portable, chaque bijou en or, il y a parfois l'eau d'un peuple sacrifié.